Biodiversité du passé. Comment étudier la biodiversité du passé? D'abord, biodiversité, ça veut dire quoi? Diversité, bio, les choses qui sont diverses, c'est-à-dire les choses qui sont différentes. Bio, ça veut dire la vie. Donc, diversité bio, diversité de la vie. Autrement dit, on peut considérer la biodiversité actuelle sur l'ensemble de la planète ou à différentes échelles en fonction de certains paramètres. Vous allez avoir dans tel ou tel écosystème, telle ou telle espèce animale, végétale. Bon, il y a dans chaque écosystème ce que l'on appelle une pyramide. Donc on dit une chaîne alimentaire en fait. Donc une pyramide alimentaire avec à la base de la pyramide, donc en quantité plus importante, ce sont tout ce qui va faire la photosynthèse, donc tout ce qui est plutôt végétaux. Ensuite, on aura les herbivores, puis omnivores, carnivores. Bon, les choses sont complexes, hein, mais globalement, biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants que l'on peut trouver à une échelle appropriée. Par exemple, ça peut être celle de la Terre. Donc, si on veut étudier la biodiversité du passé, imaginons il y a un être vivant qui a vécu autrefois, mais qui a disparu. Alors, quand je dis autrefois, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a des millions d'années, voire des milliards. Que sont devenus ces premiers êtres vivants, ou ces êtres vivants qui sont apparus sur Terre, qui ont vécu, puis qui ont disparu pour une raison X? Comment est-ce qu'on peut étudier la biodiversité? Alors bien sûr, le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est le mot de fossile. Un fossile, c'est un reste ou une trace d'être vivant qui a vécu dans le passé. Alors quelquefois, on a des fossiles d'êtres qui vivent encore. Attention, si on trouve un fossile, ça ne veut pas dire que le fossile est vivant. Mais on peut très bien trouver des espèces mortes et puis que l'on retrouve sous forme de fossiles récents. Bon. Ça dépend comment on raisonne, ça dépend sur quelle échelle de temps on raisonne. Bon, bref, un fossile, donc c'est un être vivant, ça peut être un végétal, ça peut être un animal, qui a vécu, qui a disparu, et dont la trace est restée quelque part dans une roche, dans le sol. Bon, ça dépend. Donc, l'analyse des fossiles révèle que la biodiversité actuelle, donc qui est composée de millions et de millions d'espèces différentes, les espèces vont être réparties en genres, puis en groupes, etc. Se référer pour essayer de bien comprendre ça, à la classification que Carl von Linné avait proposée il y a X temps, au XVIIIe siècle, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc il a classé de très nombreuses espèces, il les a classées en genre et en espèces. Il a trouvé un être vivant, par exemple, il dit bon, eh bien lui s'appelle comme ça. Ce sera le genre Linéa, admettons, et ce sera l'espèce Intel. Bon. Donc cette biodiversité actuelle n'est qu'une infime partie de l'ensemble de la biodiversité qui a existé tout au long de l'histoire de la Terre. La Terre qui est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années, et non pas millions. Puis la vie est apparue peut-être à peu près 1 milliard d'années après. Bon, ça dépend, ça dépend comment on voit les choses. Bon. Comment est-ce que l'on peut reconstituer donc la biodiversité du passé à partir de fossiles? Bien, si on trouve par exemple un fossile, il peut être entier. Dans ce cas, on peut reconstituer l'être vivant par différentes techniques et puis dire voilà à quoi ressemblait cet être vivant dont on a retrouvé le fossile. Mais quelquefois, on ne trouve que des petits morceaux. Par exemple, ça peut être une dent, ça peut être un petit morceau d'os, un humérus. Bon. Donc comment est-ce qu'on peut reconstituer cette biodiversité à partir des fossiles, à partir d'éléments? Est-ce qu'on peut être juste dans ce que l'on va reconstituer ou pas? On va prendre l'exemple, un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein. C'est l'exemple du T-Rex, Tyrannosaurus rex,
Bon, il impressionne beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants surtout. Est-ce qu'on peut essayer de faire son portrait déjà? Alors ça sous-entend que des chercheurs ont trouvé des fossiles, ils ont pu reconstituer sa morphologie, son anatomie, l'écosystème dans lequel il vivait éventuellement. Et alors on peut dire qu'à l'âge adulte, il a une masse de combien? Qui peut atteindre 7 tonnes. C'est énorme. Longueur moyenne 13 mètres, avec une hauteur de 5 mètres. Donc 13 mètres, 5 mètres, ça fait déjà une belle hauteur. Et la locomotion, il se déplaçait sur 2 pattes. Alors, il était bipède en fait, bipède permanent. Alors, j'ai un petit peu, juste une petite remarque, c'est que un des caractères, le propre de l'homme, un des caractères, c'est que l'homme a une bipédie exclusive. Bon. C'est ce qui définit le fait que c'est un homme, donc il fait partie de l'espèce Homo. Et là, le T-Rex, qui est une espèce qui a disparu il y a 65 millions d'années, suite à l'immense collision d'une météorite sur la Terre, eh bien ce T-Rex, il a une bipédie exclusive. Alors c'est bizarre. Alors il a 2 toutes petites pattes à l'avant qui ont régressé au cours de l'évolution. Donc sa station, elle est horizontale, donc il marche, il est bipède, mais il a une station horizontale. Donc c'est très étrange. Et c'est un carnivore pur. Donc c'est un redoutable prédateur. Les fossiles qui ont été retrouvés ont été datés de 65 à 68 millions d'années. Millions, et non pas milliards. Donc c'est à peu près à l'époque où il y a eu l'immense catastrophe, la météorite qui a frappé la Terre et qui, pour X raisons, a fait disparaître un grand nombre d'êtres vivants. Alors, donc des chercheurs ont pu retrouver un squelette fossilisé du tyrannosaure. Alors, la probabilité qu'un être vivant se trouve fossilisé après sa mort, elle est très infime, elle est très rare. Par rapport au nombre très important d'espèces qui ont vécu, on retrouve des fossiles. Bien sûr, on en retrouve beaucoup, mais on est très loin du compte par rapport au nombre d'espèces qui ont vécu. Et même au sein du nombre, non seulement le nombre d'espèces, mais le nombre d'êtres vivants au sein d'une espèce. Donc on augmente encore les quantités. Bon, pourtant, l'étude des fossiles, c'est le seul moyen qui va permettre de reconstituer donc cette biodiversité et la vie de telle ou telle espèce. Concernant Tyrannosaurus rex, donc le tyrannosaure, T-Rex, on peut dire T-Rex, on va simplifier les choses. Une cinquantaine de squelettes fossilisés ont été trouvés sur le continent nord-américain. Alors, on n'a pas de chance en France. Permet d'avoir une bonne connaissance de cette espèce qui a aujourd'hui disparu. Bon. Une étude biomécanique a révélé que la mâchoire de T-Rex pouvait exercer une pression de 12 000 newtons. 12 000 newtons, c'est énorme. Soit, si vous voyez un lion, la force que le lion peut avoir lorsqu'il tient quelque chose dans sa gueule, eh bien lui, c'est 4 fois celle du lion actuel. Il avait une rangée de dents épaisses qui lui permettait de percer et de couper en même temps. Donc c'était un redoutable prédateur. On a trouvé également des empreintes de pas. Alors 3 doigts, qui traduisent une marche donc de l'ordre de 6 à 8 km par heure, mais à la course, il pouvait atteindre 20 km/h. 20 km par heure. 20 km par heure, il va quand même assez vite. Hein. Bon. La peau, beaucoup de dinosaures possédaient une peau qui était recouverte d'un duvet de plumes. Alors vous savez que, entre parenthèses, les poules, les oiseaux, tout ça, sont des dinosaures. Alors évidemment, il faut parler évolution, hein, donc je n'en discuterai pas ici, mais posez-vous la question. Donc l'étude de diverses empreintes de peau indique que celle de T-Rex était recouverte d'écailles qui étaient millimétriques. Donc très petites écailles millimétriques. Vous imaginez millimètres, les écailles sont très petites.
Bon, elles ont une forme plus ou moins circulaire, hein, et sont reliées entre elles, bien évidemment. Bon, on a trouvé une chose moins intéressante, mais des excréments. Et dans les excréments, on a trouvé des os broyés. Donc ça sous-entend que c'était un carnivore. Bon, est-ce qu'il était exclusivement carnivore? On peut l'imaginer. Maintenant, s'il voyait un fruit par terre, peut-être qu'il le mangeait aussi. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, bon, le fait de trouver des os broyés signifiait que il mangeait de la viande, hein. Il y avait il avait ses victimes. Bon, voilà, hein, si on veut reconstituer un petit peu la biodiversité passée de la planète en parlant spécialement d'une seule espèce, en l'occurrence là le T-Rex, eh bien on s'aperçoit qu'on peut trouver des traces ou des restes sous forme de fossiles. On a trouvé des traces de peau, des empreintes de pas et des excréments. Et on peut remonter dans l'échelle du temps, eh bien, on peut conclure à une certaine anatomie, une certaine vie, en fait, au sein d'un écosystème. Donc, et on peut tracer de ce fait-là un portrait dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je ne répéterai pas. Donc voilà pour le T-Rex, hein. Donc je vous invite à trouver d'autres informations sur les manuels ou sur Internet. Maintenant, je vous ai dit, bon, on peut reconstituer l'écosystème. L'écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants qui vivent, en théorie, plus ou moins en équilibre. Donc l'ensemble constitue une chaîne alimentaire. Quand on a dit le T-Rex, on a donné son portrait robot, on a donné quelques indices concernant notamment ses proies, ses victimes, donc c'est un carnivore. Est-ce qu'on peut reconstituer un écosystème très ancien? Eh bien oui, parce que donc on peut reconstituer une biodiversité passée sur une plage, enfin, qui correspondait à une plage, admettons. Donc on a une lagune dans un village qui s'appelle, alors le nom est compliqué à prononcer, c'est en Allemagne, Solnhofen Einstadt. Alors là, donc reconstitution de la biodiversité passée d'une plage de la lagune de cette ville, donc de cette ville d'Allemagne. Alors là, cette région-là, donc elle est située en Allemagne près de Munich. Elle était occupée au Jurassique. Donc le Jurassique, c'est entre 161, 160, 161 et 140, 145 millions d'années à peu près. Donc cette région était occupée au Jurassique supérieur par une lagune qui était longue de 100 km. 100 km de long et d'une largeur d'environ 30 km. Et vous allez voir qu'on a pu reconstituer une partie de l'écosystème avec des êtres vivants à l'intérieur, animaux, végétaux. Alors tout cela reste assez sommaire évidemment, mais disons que c'est possible de reconstituer un climat, un endroit, un écosystème du passé en recueillant les indices dans telle ou telle région. Vous savez que la tectonique des plaques fait que les plaques se déplacent et qu'une région qui est située par exemple au nord pouvait très bien être au niveau de l'équateur à l'époque. Bon. Donc c'est juste un petit rappel. Donc sous un climat tropical semi-aride, les bassins de cette lagune étaient profonds de 20 à 60 mètres et ont été le siège important de dépôts calcaires, donc de vases calcaires. Les sédiments sont devenus des roches contenant des fossiles de plus de 6000 espèces. Donc ça veut dire que dans cette lagune, qui avait une certaine profondeur, il y avait de l'eau, il y avait des êtres vivants, il y avait des sédiments, donc les sédiments se sont déposés. Certains êtres vivants, lorsqu'ils sont morts, se sont déposés également. Et puis il y a eu une espèce de cimentation de l'ensemble, et ce qui fait que 600 espèces environ ont été déterminées, bon à peu près, hein, et c'est quand même assez exceptionnel de trouver un endroit où l'on trouve 600 espèces, alors sous forme fossile, hein, donc elles n'existent plus. Et donc de ce fait-là, à partir du moment où les espèces sont trouvées, eh bien ça veut dire qu'il y avait beaucoup de relations, alors on va dire relations alimentaires, mais de relations entre les êtres vivants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir reconstituer la biodiversité passée de la ville de Solnhofen
Eichstätt. J'aime bien prononcer ce mot. Alors, même s'il est mal prononcé, entre parenthèses. Alors, un artiste s'est amusé à faire une peinture, un tableau de la reconstitution. Alors, l'exploitation des données de ce gisement fossilifère exceptionnel, hein, c'est exceptionnel de trouver 600 fossiles, on a pu reconstituer l'écosystème qui a disparu. Donc la vue d'artiste, on voit un ichthyosaure fossile. Donc, alors, il faut avoir le document, hein, je vous laisse le plaisir de trouver quel manuel je prends. Alors, donc un ichthyosaure fossile, hein, vous regardez bien, et puis donc il a une forme un petit peu spéciale. Hein, je vous laisse le plaisir de regarder encore une fois sur Internet. Donc il était échoué sur la plage de la lagune et il était consommé par des ptérosaures, donc des ptérosaures fossiles également, et un petit dinosaure que l'on appelle Compsognathus. Alors c'est très bizarre à étudier, c'est très marrant à regarder. Les arbres également, on a vu des cycas que l'on a retrouvés sous forme de fossiles. Donc là on est plutôt dans le côté végétal. Alors sous lesquels une autre espèce de dinosaure regardait un paysage, il regardait les choses. Donc c'était Juravenator. Ah, les mouches, Juravenator. Donc les fossiles présentés ici proviennent de divers sites fossilifères. Bon, donc voilà, hein, à partir de sites exceptionnels, quelquefois, on trouve un certain nombre d'espèces. Bon, on n'aura pas toujours la chance d'en trouver 600, mais ça permet de dire, bon, il y avait telle ou telle espèce, tels animaux, tels végétaux. Par déduction et par recoupement avec différentes données que l'on peut trouver ailleurs, on pouvait dire, par exemple, bon, l'ichthyosaure avait tel régime alimentaire, le Compsognathus avait tel régime alimentaire, les ptérosaures avaient tel régime alimentaire, le Juravenator, etc. Bon, c'était sous des cycas, etc., donc des plantes, et puis il y avait de l'eau, tout ça, bon, etc. Bref, donc on avait des espèces qui étaient plutôt dans un environnement marin. Bon, voilà, donc quand on parle de l'étude de la biodiversité du passé, évidemment, on est obligé de passer par des fossiles. Donc il faut recueillir des fossiles, faire des recherches, hein, c'est quelquefois extrêmement pénible, extrêmement long, mais passionnant pour ceux qui aiment évidemment. Donc la paléontologie, c'est quelque chose de l'archéologie, paléontologie, donc c'est un domaine des sciences de la vie et de la Terre, un domaine passionnant. Alors vous pouvez vous amuser vous aussi, hein, vous allez sur les falaises de Normandie par exemple, ou ailleurs, hein, vous faites des recherches, vous trouvez des fossiles des fois, ne serait-ce qu'un fossile d'oursin, d'ammonite, etc. Vous pouvez faire vos recherches. Vous allez sur par exemple des endroits où je vais quelquefois, au niveau ce que l'on appelle les vaches noires, du côté de Cabourg ou le Ghat, vous vous promenez, là vous pouvez trouver des choses intéressantes. Bon, il faut vous documenter pour savoir quoi trouver éventuellement. Donc voilà, donc les fossiles nous permettent de reconstituer la biodiversité du passé. On peut avoir des indices sur telle ou telle espèce, son milieu de vie, son régime alimentaire, etc. Donc l'écosystème dans lequel il vivait, par déduction évidemment. On peut proposer un portrait robot. Et puis on peut reconstituer également un écosystème ancien. Ça a été le cas par exemple dans la ville d'Allemagne, Soln, Hofen, Eichstätt, où on a trouvé 600 espèces. On a pu reconstituer une chaîne alimentaire sommaire évidemment. Et donc un artiste s'est amusé à peindre ce tableau et je trouve que c'est tout à fait formidable. Voilà. Donc comment comprendre comment il est possible de reconstituer certains aspects de la biodiversité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du passé, hein. Biodiversité du passé, les fossiles, etc. Le cours est terminé. Merci.